Donc du coup, bienvenue à cette session où je vais vous parler de Nest.js. Je suis ravi d'être là au Dev Day, j'essaie de venir dès que je peux. C'est une belle conférence qui est de mieux en mieux organisée, cette année c'est vraiment top. Donc merci à eux pour d'avoir accepté mon talk. Et donc aujourd'hui on va vous parler de Nest, vous pouvez retrouver les slides sur cette URL. Et puis je vais la tweeter plus tard si vous voulez pas vous la ressaisir manuellement. Et donc du coup, je remercie Laurent Thiebaud qui m'a aidé à co-créer cette présentation, mais qui n'a pas pu se joindre à moi aujourd'hui. Donc je suis Cyril Laquèche, je suis développeur et tech leader chez AXA France. Je m'occupe d'animer la communauté des développeurs chez AXA France, avec plusieurs centaines de développeurs, plus de 500 développeurs dans l'entreprise, une DSI de plusieurs milliers de personnes. Et donc du coup, à mi-temps, je suis développeur et tech lead dans des domaines assez variés. En ce moment, je travaille dans le domaine de la santé, et de la détection de fraude dans le domaine des remboursements santé et du big data chez AXA. Et la moitié du temps, je m'occupe également d'animer la communauté des développeurs. Comment on fait quand on a plusieurs centaines de développeurs, 500 développeurs, pour les faire travailler ensemble, pour qu'ils partagent, etc. Et pour qu'on puisse apprendre les uns des autres. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Cyril Laquèche. Et en dehors d'AXA, j'anime la communauté des développeurs dans le nord de la France. J'ai créé le Ch'ti-Jug, le Java User Group, en 2009. Et j'aime donner des talks dans plein de conférences, et j'aime bien la bière aussi. Donc du coup, j'ai besoin de savoir un peu qui vous êtes, pour adapter le contenu du talk. Donc, je vais vous demander à tous de vous lever, s'il vous plaît. Ça va vous réveiller, ça va vous faire un petit peu de... Pour ceux qui peuvent se lever, merci de vous lever. Et donc on va faire un petit test, je vais vous demander, voilà, si vous êtes développeur JS, restez debout. Si vous ne savez pas développer en JS, asseyez-vous. La plupart des gens sont développeurs et savent développer en JS. Si vous êtes développeur dans le monde Node.js, si vous êtes développeur, vous savez développer avec du Node.js, restez debout, sinon asseyez-vous. Donc la plupart sont encore dans Node.js. Si vous développez en utilisant Express.js, restez debout, sinon asseyez-vous. Express, c'est un serveur web très connu en Node.js. Et si vous savez développer avec Nest.js, restez debout. Ah, il n'y en a plus. Si vous êtes contributeur Nest.js, restez debout. Non, d'accord. Donc du coup, merci. Je vais adapter le talk. La plupart des personnes ici sont développeurs en JS et très peu, du coup, connaissent Nest, a priori, ou développent avec Nest aujourd'hui. Du coup, c'est cool. Donc on est parti de ce talk, à partir de ça. On trouve que dans le développement JavaScript côté front-end, dans le navigateur, on a beaucoup de choses aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut pour être productif, pour pouvoir faire des applications rapidement avec plein d'outillages. Pour faire des applications aussi performantes, pour les mesurer, pour améliorer les perfs, pour optimiser son application. On a tout ce qu'il faut pour faire des applications qui sont scalables également, qui peuvent grossir et concerner un maximum de personnes. Et on a aussi tout ce qu'il faut pour faire de l'architecture dans ces applications, pour la découpler, pour faire de l'architecture logicielle. Dans le front, on a beaucoup de guidelines, d'outils également pour le mettre en place. Côté back-end, dans JS, quand on est côté serveur, on a tout ce qu'il faut pour être productif et performant, et la scalabilité aussi quelque chose qui est adressé par le serveur. Par contre, sur la partie architecture applicative, on trouve qu'on n'est pas forcément aidé, et que c'est un peu à chaque équipe, chaque personne qui fait du développement back-end dans JS de se débrouiller pour savoir quelle architecture poser. Clairement, c'est un peu le désert, et du coup, chacun y va un peu à sa sauce, et quand on passe d'un projet back-end à l'autre, c'est totalement différent à chaque fois, ce qui est une bonne chose, mais c'est aussi totalement différent d'un point de vue du mindset, de l'état d'esprit, de la manière dont ça a été découpé, organisé, et du coup on a du mal à s'y retrouver. Et ça nous embêtait un petit peu. Donc aujourd'hui, ce qu'on a dans l'écosystème Node.js, c'est beaucoup d'Express.js. Il y a pas mal de monde dans la salle qui connaît, qui est le moteur le plus utilisé pour faire des API, on va dire HTTP avec Node.js. On a aussi API, Koa et Restify, qui sont des frameworks assez connus, beaucoup moins utilisés, sachant que 95% ou 90% des gens utilisent Express et que le reste du marché se sépare avec une multitude de petits frameworks. Mais tout cela ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas d'avis sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour pouvoir faire du développement Node.js côté back-end sur la partie architecture applicative, pour vous aider à choisir quelles sont les bonnes technos et les bons patterns à mettre en place. Voilà, ils vous laissent libre, et ça c'est cool. On a beaucoup de liberté pour le mettre en place, mais ça a aussi quelques limites. Ça pose des problèmes, notamment parce qu'on ne sait pas comment poser une architecture, et quand on passe du coup d'un projet à un autre, on est assez perdu. Pour faire 80% des besoins
en tant que développeur, on a toujours des besoins récurrents qui reviennent d'un projet à un autre. À chaque fois, on doit se reposer la question, qu'est-ce que je vais prendre comme librairie sur NPM? Et donc on fait des recherches sur Google, sur NPM, sur n'importe quel moteur de recherche, et on se retrouve à comparer 5, 6, 10, 20 frameworks différents pour faire la même chose, pour se connecter à une base de données, pour faire quoi que ce soit. Et on a aussi une forte tendance dans ces technos-là à tout mettre dans le concept de middleware qui est très puissant, mais qui est aussi, comme toutes les choses très puissantes, qui peut être compliqué à maintenir dans le temps et à comprendre. Donc du coup, il n'y a pas que ces frameworks-là dans le monde Node.js, on a aussi Loopback, Kraken, Seneca, Cell.js, qui sont des librairies, des frameworks un peu plus avancés, qui proposent un peu plus de fonctionnalités, et qui vont permettre de mettre en place des guidelines pour que les développeurs puissent facilement répondre à 80% des besoins sur les projets. Le problème, c'est que certains d'entre eux sont plus maintenus, d'autres sont assez complexes, et on n'avait pas forcément envie d'aller dans ce sens-là. En fait, on trouvait que c'était des usines à gaz pour certains, et on n'avait pas envie de se lancer à utiliser une de ces technos-là pour développer des API avec Node. Du coup, on a découvert Nest il y a quelques mois seulement, juste avant l'été. Et Nest, en fait, il a été pensé d'une manière un peu complémentaire aux autres et qui nous a beaucoup plu. Et du coup, on l'a testé. Donc, sous le capot de Nest, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, Nest, il est basé sur les concepts d'Angular. On reprend un certain nombre de concepts d'Angular. Et si on vient du monde Angular, on va retrouver un certain nombre de concepts dans Nest. Et du coup, on ne va pas être perdu quand on fait du front Angular et quand on fait du back avec Nest. Ça veut dire qu'on peut utiliser Nest sur n'importe quelle techno, mais si on fait de l'Angular, ça va vraiment être plus facile de rentrer dedans. Parce que certains concepts sont similaires, on y reviendra après. Il est basé sur Express, il est basé sur le moteur le plus utilisé dans le monde Node.js pour faire des API. Mais il est compatible avec Fastify, dans le cas où vous avez vraiment des besoins de performance assez importants. On peut brancher le moteur de Nest sur Fastify, c'est juste avec un fichier de config, il s'adapte, il y a un adapteur en fonction du serveur web qu'on veut utiliser, et on peut passer de l'un à l'autre. Il est basé sur TypeScript, c'est-à-dire que quand on développe en Nest, il est recommandé d'utiliser TypeScript pour développer parce qu'il est lui-même fait en TypeScript et que tous les exemples, la documentation, tout est fait pour être fait en TypeScript, mais il est aussi compatible si on fait du JS normal. Mais nous, on cherchait justement un framework qui nous permette de développer en TypeScript parce qu'on savait qu'on allait avoir côté front et côté back, on voulait avoir le même langage de développement pour avoir des développeurs qui puissent à la fois faire du front et du back. On voulait tester cette idée de pouvoir avoir sur un projet restreint des développeurs qui soient full stack et qui puissent prendre à la fois le front et le back dans leur développement et ne pas se séparer d'un point de vue technique avec une équipe front et une équipe back. On voulait que tout le monde puisse faire de tout et on pensait que ça allait être plus simple en ayant une seule et même techno puisqu'on avait déjà éprouvé ce mode de fonctionnement avec des langages différents, avec du JS en front-end par exemple et un back en Java ou en .NET. Et là, on voulait tester justement de pouvoir voir ce que ça pouvait apporter, d'avoir le même langage sur le front et sur le back. Et c'est pour ça qu'on a retenu Nest également. En plus, il a l'intérêt de faciliter et d'intéresser les développeurs à mettre en place les principes solides et aussi les principes DDD. Donc, c'est deux choses qui nous ont plu parce que les personnes qui ont co-créé ce framework mettent en avant tout un certain nombre de pratiques et de patterns solides qui sont recommandés pour pouvoir faire des applications pérennes dans le temps et faciles à maintenir, faciles à partager en augmentant la qualité. Donc tout ça, ça nous a plu, on s'est dit on va le tester sur un périmètre restreint, sur une petite application. Donc du coup, maintenant que j'ai dit tout ça, c'est bien beau, qu'est-ce qu'on trouve dans la bête? Donc je vais focuser sur la partie de création d'une API REST, parce que c'est quand même ce qui est le plus connu dans le développement. Et on va s'attaquer au concept de contrôleur en premier. Donc du coup, la plupart du temps, on a un client qui fait un appel sur une API REST. Je ne vais pas revenir sur la définition d'une API REST, etc. On va partir du principe que tout le monde sait ce que c'est une API, un web service en REST, en HTTP. Et donc du coup, j'ai une requête qui part côté client et cette requête, elle doit être traitée par un contrôleur différent en fonction de cette requête, en fonction du chemin qu'elle comporte, des paramètres qu'elle a. C'est un contrôleur différent qui va venir s'en occuper. On retrouve ça dans tous les écosystèmes de développement, je vous apprends sûrement rien. Donc du coup, quand on fait de l'Express, donc la plupart de vous connaissent, on va venir déclarer un routeur. Sur ce routeur, on va venir préciser quelle est la route qui correspond à ce routeur et on va préciser quelle est la méthode qui s'occupe de ce routeur. Il y a plein de manières différentes de faire, mais l'idée reste la même. On fait la configuration par le code pour définir quelle route va s'occuper de quel contrôleur et vice-versa. Et après, on a l'implémentation au sein d'un contrôleur. Là, je l'ai fait dans une classe, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, des fonctions.
Et on va avoir une méthode qui implémente la route en question. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'implémente en REST, et ça marche très bien d'ailleurs. Et je vais vous montrer la différence avec Nest. Quand on fait du Nest, on va déjà utiliser un certain nombre de décorateurs. Comme je vous ai dit, ça s'appuie pas mal sur le monde Angular. Et donc on va rajouter des décorateurs dans notre code pour venir exprimer par configuration, dire à quoi va servir cette classe, à quoi va servir cette méthode, à quoi va servir ce paramètre. Plutôt que de le faire avec du code, on va le faire avec des décorateurs, avec des annotations. Donc du coup là je précise que cette classe correspond au contrôleur qui va s'occuper de la route call for paper. Donc quand je vais appeler mon API en mettant call for paper dans l'URL, comme vous pouvez le voir en bas du slide, ça va tomber dans cette partie-là du code. Et là je précise que quand j'ai un ID, un identifiant qui est passé en suffixe de mon API, et ben c'est cette méthode-là qui va être appelée en get. Parce que j'ai mis le @get en précisant le paramètre ID, ce qui revient au même qu'au code qu'on a vu à la slide précédente. C'est juste que c'est une manière différente d'exprimer la même chose. Et donc on va voir aussi que je peux dans le premier argument de la méthode ajouter @paramID qui me permet de récupérer la valeur de cet identifiant pour ensuite pouvoir l'utiliser dans mon code. Vous voyez, mon code est très intelligent et il retourne une chaîne de caractères. Mais c'est pas ça. Après, là, vous codez ce que vous voulez à cet endroit. Le but, c'est de comprendre le fonctionnement par annotation. Pareil, si je veux mettre si j'ai une méthode qui doit faire un post, auquel je veux binder un post, je vais mettre @post et je vais pouvoir récupérer le body en utilisant l'annotation body, etc., etc. Donc voilà pour les annotations qui permettent de définir et de configurer son API REST. On peut aller plus loin, bien sûr. Par exemple, on peut avoir envie de récupérer, comme dans Express, la requête complète, la réponse complète. Et donc, on a des annotations qui permettent de coder comme avant, mais avec l'API Nest. Si on veut pas modifier le code qu'on avait précédemment, on était habitué à utiliser des rec et des res et des next, etc. Il y a toujours ces annotations-là qui existent pour faciliter la migration. Et c'est facultatif. On peut également, vous voyez, récupérer la query qui est dans l'URL en passant à @query. Donc à chaque fois, vous avez l'exemple en bas. Pardon, vous voyez que là, j'ai une query dont le name est conference name, le nom du paramètre query. Et du coup, je le récupère dans la variable conference name dans le code. Et après, je peux l'utiliser forcément. Ensuite, je peux mettre des wildcards, des expressions régulières dans la manière de binder ma méthode, mon contrôleur à l'API. Là, par exemple, tout ce qui commence par foo et qui termine par bar, toutes les requêtes qui vont arriver en get sur cette URL-là vont tomber dans ce code-là, dans cette méthode-là. Si je veux, par exemple, que ma méthode, que cette API-là renvoie toujours le code HTTP 204, j'ai une annotation pour ça. Mais je peux aussi le coder comme avant. C'est-à-dire que je peux toujours faire le code qu'on a vu à la slide précédente, ça marchera aussi. Il propose de faire les deux façons. C'est une façon de faire qui vient du monde Angular et que les développeurs Angular apprécient beaucoup. Bon, nous, pour le coup, on ne l'a pas utilisé avec Angular, on l'a utilisé avec React et ça marche très bien aussi. Donc une fois qu'on a fait des contrôleurs, avec des annotations pour les configurer, bah, c'est super, mais j'ai pas envie de mettre tout mon code dans les contrôleurs, sinon mes contrôleurs ils vont être horribles, c'est pas une bonne pratique, je veux découper mon code, les contrôleurs s'occupent de contrôler l'API, et quand je veux faire du développement de services, j'ai envie de le mettre dans des services, et j'ai envie de découper mon code. Et pour ça, il y a la notion de provider. Donc quand on a du code, voilà, on peut avoir différents types de composants qui existent, et tous les types de composants qu'on a dans son application, on va appeler ça des providers, des componentes. Et donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc par exemple là, je suis en train de créer un service. J'ai ajouté la notation injectable. Ça va faire que ce service il va pouvoir être injecté dans des contrôleurs, dans d'autres services facilement, par annotation. Donc on va rajouter la notation @injectable. On la retrouve en Java, on la retrouve dans plein d'autres écosystèmes, ce type d'annotation. Et ensuite, je vais pouvoir implémenter différentes méthodes sur cette. Donc là, c'est un service tout bête qui fait pas grand-chose. Hein. En fait, l'API qu'on est en train de construire, c'est une API pour faire des call for paper. C'est ce qui permet aux speakers de proposer leur talk à des conférences pour être acceptés ou non et venir parler, par exemple, aujourd'hui. Donc dans cette API, j'ai un service qui a en mémoire un tableau de call for paper proposé et j'ai une méthode pour les récupérer tous ou pour en créer un nouveau. Voilà, c'est vraiment du code bateau. Et donc, une fois que j'ai créé ce service, eh ben, je vais pouvoir l'injecter dans le contrôleur qu'on a codé précédemment. Et pour le faire, c'est assez simple, je ne change pas le contrôleur de tout à l'heure. Par contre, dans son constructeur, je rajoute simplement un argument qui est du type CFP service, qui est du type du service précédent. Le service précédent, c'était une classe CFP service. Et donc là, quand je l'injecte et que je précise CFP service, eh ben, ça va faire qu'au chargement de l'application, ce service-là va être injecté dans le constructeur et je vais pouvoir du coup l'utiliser dans le code du service pour pouvoir déléguer l'appel à la méthode findAll, pour pouvoir appeler la méthode findAll du service, etc., etc.,
Vous m'avez compris. Après, si on a des... Pardon, excusez-moi. Si on a des services qui sont optionnels, par exemple, on a notre application, dans certains cas, on a un service qui est chargé par configuration, et puis dans d'autres cas, ce service n'est pas présent. On peut avoir la notion d'optionnel. On peut rajouter optional sur un des paramètres de constructeur, et s'il est présent dans la configuration, alors je pourrais l'utiliser, et s'il ne l'est pas, alors il ne sera pas valorisé. Il faut juste savoir que ça existe, mais ce n'est pas tout le temps très utile. Donc voilà, ils ont implémenté tout un tas de choses pour faire de l'injection de dépendance, pour pouvoir injecter des composants les uns dans les autres, des services les uns dans les autres. Mais une fois qu'on a fait ça, on ne comprend pas comment ça marche parce qu'il n'y a pas de magie. Comment il fait pour injecter les bons services au bon endroit? Pour ça, on utilise les modules qui viennent encore du monde Angular. Donc souvent, quand on a une application, on n'a pas envie de tout mettre dans la même appli, tout à plat dans le même répertoire, sinon c'est le bordel. Du coup, on a envie de découper son application en différents modules fonctionnels qui vont chacun avoir un périmètre restreint de l'application. Par exemple, j'ai mon application module, le module principal, dans lequel j'ai mon module de gestion d'utilisateur, gestion des commandes, gestion du chat. Et puis je peux avoir envie de découper aussi un module en sous-modules par fonctionnalité, par exemple. Ça, c'est un découpage classique qu'on a parfois envie de faire sur des applications. Et Nest va nous aider. Donc pour ça, je vais déclarer un module fonctionnel, le CFP module, et je vais rajouter sur ce module une annotation, un décorateur module, comme dans Angular, dans lequel je vais préciser quels sont les modules que j'importe, quels sont les contrôleurs que je contiens, quels sont les providers dont on a parlé tout à l'heure, dont je vais m'occuper de l'injection, et qu'est-ce que j'exporte, on y reviendra après. Donc sur ce module, voilà, je vais configurer que j'ai un contrôleur, j'ai un service, voilà. Et du coup, après, je vais avoir mon application module, le module qui est tout en haut, qui était dans le schéma tout en haut, j'ai un application module dans lequel j'ai plusieurs modules fonctionnels. Donc là, je déclare un module fonctionnel, et là, je déclare le module applicatif, dans lequel je dis, je vais importer ce module fonctionnel. Et du coup, on a un module applicatif qui tire un module fonctionnel, et ça va faire qu'au démarrage de l'application, Nest, avec quelques lignes de code, va être capable de faire l'injection de dépendance, on y reviendra après. Donc on a la notion aussi de module partagé. Si j'ai envie de partager un module avec d'autres modules, j'ai envie de partager certains composants, certains services de mon module, j'ai envie que d'autres puissent l'utiliser. Donc pour ça, je vais utiliser la partie export. Donc sur la notation module, je vais rajouter par exemple le CFP service dans export. Ce qui fait que si j'ai un module qui dépend du module courant, il va pouvoir réutiliser ce service. Et s'il n'a pas été exporté, il ne va pas pouvoir l'utiliser, il ne pourra pas se l'injecter, parce qu'il ne sera pas disponible dans l'injection de dépendance. Donc si on veut qu'un service soit exposé, on le rajoute dans export, si on ne veut pas, on ne le met pas. Et ça va permettre de configurer dans son appli qu'est-ce qu'un module peut voir par rapport à un autre module, qu'est-ce qu'on veut exposer ou pas. On va pouvoir définir l'API, la granularité qu'on veut rendre visible d'un module à un autre. On peut aussi exporter un module complet, parce que par exemple le module common, on sait que celui-là, tout le monde va y avoir accès, et du coup je vais le réexporter entièrement. Ça peut être un besoin. Je peux avoir besoin d'avoir un module qui est global. Je n'ai pas envie à chaque fois de le rajouter en dépendance de tous mes autres modules. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter le décorateur @global juste avant le décorateur @module. Et ce module de chat, gestion des chats, il va être accessible partout dans l'application. Ça peut être utile sur des services vraiment très transverses, très bas niveau qu'on a envie de réutiliser systématiquement. Si on a besoin de plus de flexibilité, par exemple, on a envie que le chargement de la configuration de notre module au démarrage de l'application soit dynamique et ne soit pas synchrone, mais soit asynchrone. Parce qu'on aime bien se faire mal au crâne, par exemple. Notre configuration de notre application, elle n'est pas dans notre application, elle est dans un service externe qu'on doit interroger, par exemple, par appel d'API, récupérer la configuration et se charger. Nous, ça nous arrive souvent d'avoir besoin de faire ça, et donc on peut faire avec Nest. Avec un peu de code, voilà, je vous dis pas que c'est super lisible, etc. Mais en tout cas, il permet d'avoir cette fonctionnalité-là, de pouvoir charger un module dynamiquement en fonction d'un paramètre de contexte courant. Et on va pouvoir faire un appel d'API externe, ou lire un fichier sur le disque, faire n'importe quoi qui est asynchrone. Et une fois qu'on aura récupéré tout ce qu'il faut, hop, je vais charger le module, et puis je vais continuer mon chargement d'application classiquement. Donc là, on a vu comment faire des contrôleurs, comment découper ces contrôleurs en services, etc. Et comment faire l'injection de dépendance entre tout ça grâce aux providers et aux modules. Maintenant, on va revenir sur la notion de middleware dont je parlais tout à l'heure et qui est très importante. Donc les middleware, c'est un concept qui a été implémenté maintenant dans plein de plateformes. Dans le monde Java et dans le monde .NET Core, c'est devenu assez courant, et dans Node.js aussi. Et donc du coup, on va pouvoir, entre le client qui fait sa requête HTTP et le contrôleur qui va s'occuper de traiter la requête, on peut mettre un certain nombre de ce qu'on appelle des middleware, qui vont pouvoir se mettre
au travers de cette requête, pouvoir l'intercepter, pouvoir la modifier. On va pouvoir enchaîner plusieurs middleware comme ça avant d'arriver jusqu'au contrôleur, et ça va pouvoir permettre d'enrichir la requête, de la valider, de mettre de la sécurité, etc. et j'en passe. Et donc du coup, cette notion de middleware, elle est super importante dans ces frameworks qui sont event loop based, comme on dit. Et comment on fait pour recoder un middleware avec Nest? Et ben du coup, pareil, on rajoute @injectable comme sur tous les concepts qui sont utilisés dans Nest, et on peut implémenter. C'est facultatif, mais on peut implémenter un Nest middleware, ce qui va nous forcer à coder la méthode resolve, qui prend un certain nombre de paramètres. Et dans cette méthode resolve, on va pouvoir coder le code du middleware. Donc en fait, le code qui est dans la méthode resolve, c'est le même code que ce que vous auriez mis dans un middleware classique, sauf que là, on va être compatible avec Nest, et on va pouvoir bénéficier du système de typage TypeScript notamment. Mais en fait, c'est tout ça pour vous dire que coder un middleware avec Nest, c'est à peu près aussi simple que de coder un middleware classique. D'ailleurs, on peut récupérer des middleware existants et les brancher dans Nest très facilement, on verra ça après. On n'est pas obligé de tout recoder, si on n'a pas envie. Donc par exemple, si j'ai envie de pouvoir spécifier pour un middleware quelles sont les API dont il va s'occuper. Donc pour ça, je vais retourner sur mon application module qu'on a vu tout à l'heure, et je vais lui faire implémenter la classe Nest module. Et ce qui fait que je vais pouvoir configurer cette application module pour justement pouvoir dire quels sont les middleware qui sont utilisés dans cette application et quelles sont les routes dont il s'occupe. En fait, c'est assez simple. Je vais pouvoir utiliser dans la méthode configure, je vais pouvoir dire pour le middleware, logger middleware, celui qu'on a vu juste avant, qui faisait rien d'autre que de loguer en console, ce qu'il ne faut pas faire, hein, c'est pour l'exemple. Je vais pouvoir dire ce middleware logger, qui sert à loguer tout ce qui se passe dans mon application. Je vais le brancher sur le contrôleur CFP, sur le CFP contrôleur. Donc dès que je vais avoir une requête qui arrive dans ce contrôleur, qu'on a vu tout à l'heure, le middleware va se réveiller avant et va pouvoir loguer ce que je lui ai dit de faire. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait ce mapping. Mais il y a plein d'autres manières de faire. Je peux aussi coder des middleware, simplement en lui passant une fonction. Je ne suis pas obligé d'implémenter le middleware comme on l'a fait tout à l'heure, en créant une classe qui étend une classe qui implémente quelque chose. Si je veux, je passe juste une fonction ou un middleware existant que j'ai require d'un autre projet. Je le passe ici, ça marche pareil. Et là, je suis en train de dire que le middleware qui fait console.blink, qui n'existe pas, va s'appliquer à toutes les routes, parce que j'ai mis étoile. Donc voilà, Nest permet de configurer, sur tout ce qui est étoile, je vais appliquer le middleware qui fait console.blink, c'est génial. Après, je peux avoir aussi plusieurs middleware à configurer. Donc je vais dire le middleware course, helmet, logger, c'est des middleware que vous devez sûrement connaître si vous faites du développement Node, pour mettre en place les header course, pour mettre de la sécurité sur son application, pour faire du log. Et ça, je vais l'appliquer sur toutes les routes qui contiennent Youpi. J'ai envie que toutes les routes qui contiennent Youpi, elles appliquent les 3 middleware précédents et ils vont s'appliquer dans l'ordre dans lequel je les ai précisés. Je vais pouvoir aussi dire le logger middleware, je veux l'appliquer à toutes les routes en mettant un pattern uniquement pour les méthodes. Là, j'ai mis la méthode all, mais j'aurais pu mettre get, j'aurais pu mettre post. Voilà, on peut aller finement configurer dans quel cas j'active tel ou tel middleware. Ensuite, je peux aussi exclure un certain nombre de choses. Par exemple, là, j'ai le middleware, logger middleware qu'on a vu tout à l'heure, que j'applique sur toutes les méthodes du CFP controller, mais je peux passer un exclude qui fait que non, pour le get et le post, je ne veux pas que ce middleware se réveille. Voilà, tout ça pour vous dire que par configuration, on peut assez finement venir configurer qu'est-ce qu'on applique à quel moment. Et je peux aussi mettre des middleware directement à la racine. Parce que comme Nest, au bout du compte, on a vu qu'il était basé sur Express, je peux, donc là, c'est la première fois qu'on voit le code qui instancie l'application. Donc ça, c'est un bout de code qui vient utiliser la Nest Factory. Je lui passe le module que j'ai créé juste avant, l'application module. Lui se charge de faire l'injection de dépendance sur tout ce qui est configuré dans ce module. Et ensuite, je peux venir lui passer, justement, je fais un app.useLogger. Ça, c'est la même API qu'on a dans Express. Parce qu'en fait, c'est un objet Express qui nous a retourné à ce moment-là. Et donc, je peux faire la même chose que ce que j'ai l'habitude de faire avec Express. Et après, en fait, je lui dis que le serveur, il écoute sur le port 3000. Et c'est sur ce port-là que l'application va fonctionner. Donc voilà, tout ça pour dire que pour charger l'application, c'est toujours 3 lignes comme avant, comme avec Express. Et là, on a vu pour la première fois comment je faisais la magie pour charger le module qui charge tous ces sous-modules, et que pour chacun de ces sous-modules, ils viennent faire l'injection de dépendance sur l'ensemble des services et des contrôleurs que j'ai configurés. Il n'y a pas de magie, en fait, c'est Nest qui s'en occupe, mais pour ça, il faut avoir appelé ces 3 lignes de code. Ensuite, un autre besoin qui est assez récurrent, c'est les exception filters. Donc là, on sort des middleware. Avec les middleware, on peut tout faire. Mais dans Nest, ils sont partis du principe que ça pouvait être intéressant de proposer des spécialisations qui permettent de faire certaines parties
des choses qu'on fait avec des middleware habituellement. Par exemple, on peut faire un middleware de gestion d'erreurs avec Express qui va attraper toutes les erreurs à la fin du flux de traitement pour pouvoir les gérer. Et ils se sont dit dans Nest que ça serait bien de proposer quelque chose quand le client fait une requête, que c'est traité par le contrôleur, que ça passe par un certain nombre de middleware, etc. Quand il y a une erreur qui se passe, je voudrais pouvoir les filtrer, attraper certaines erreurs et puis gérer le code d'une manière commune. Donc si on revient dans notre contrôleur, donc là c'est une méthode qui permet de voter pour des CFP dans l'API de CFP qu'on a créé tout à l'heure. Donc sur le poste promote/id, je vais venir préciser que je veux voter pour ce CFP. Donc là, je récupère l'identifiant du CFP sur lequel je suis en train de voter. Ensuite, je vais venir déléguer l'appel au CFP service pour lui dire que je veux voter pour cet identifiant-là de CFP. Et puis là, je vois qu'il y a un truc qui se passe. Si c'est 42 la propriété coolitude sur le CFP, j'ai envie de faire un traitement particulier. Voilà, c'est comme ça que mon métier m'a dit qu'il fallait coder l'application et c'est important que quand on a 42 comme valeur dans coolitude, eh ben on ait un traitement spécifique. Et donc là, je vais lancer une exception, la coolitude exception. Ne me posez pas la question pourquoi, c'est comme ça que l'application doit fonctionner. Dans mon métier, c'est important de coder comme ça. Et donc du coup, voilà, j'ai une exception qui se lève parce que j'ai une valeur métier business qui est 42, qui est super importante. Et cette exception, j'ai envie de centraliser la manière dont on va la gérer parce que je sais qu'elle va être utilisée à plein d'endroits dans mon application. Et donc du coup, comment je fais ça? Eh ben, je vais pouvoir implémenter un exception filter en rajoutant la notation @catch. Je précise quelle est l'exception que je vais gérer. Donc là, je gère l'exception coolitude exception. Celui-là va s'occuper uniquement de ce type d'exception-là. Je vais implémenter l'exception filter de Nest, ce qui va m'obliger à faire un certain nombre de choses. Donc je rajoute la notation, je crée la classe qui implémente ça. Ça m'oblige à rajouter un constructeur dans lequel je peux injecter tous les services dont j'ai besoin qu'on a vu précédemment. Et je vais pouvoir aussi implémenter du coup la méthode catch. Sur la méthode catch, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses, récupérer le contexte courant d'exécution, la requête, la réponse, voilà, tout ce qu'on a l'habitude de manipuler avec Express. Je vais pouvoir ajouter un certain nombre de choses, genre là je mets du log, et puis je vais pouvoir modifier la réponse. Voilà, là j'ai décidé que quand j'ai une coolitude exception, je retourne le code HTTP 451, je vous jure que ça existe, c'est un truc juridique, c'est une blague en même temps. Et puis je vais changer la réponse de retour, j'ai envie de mettre le timestamp de la date de maintenant, j'ai envie, c'est important, et puis je vais remettre le chemin d'appel de la requête. Et donc en fait, à chaque fois que je vais avoir la coolitude exception qui est lancée dans mon application, je vais pouvoir centraliser la gestion de cette erreur à cet endroit-là. Pour ça, ce que je peux faire, c'est de rajouter la notation useFilter sur la méthode post précédente. C'est comme ça qu'il sait que pour cette méthode-là, s'il y a des exceptions qui se passent, qui arrivent, eh ben, je vais passer par ce filtre pour pouvoir traiter l'erreur. Bon, le seul truc, c'est qu'on n'a pas envie de rajouter ce filtre sur l'ensemble des méthodes qu'on code, parce qu'on est un peu feignant. Donc du coup, ça, on va pouvoir le mettre directement sur un contrôleur. Comme ça, toutes les méthodes qui sont dans ce contrôleur-là vont passer par ce filtre-là. Mais je peux aussi aller plus loin. Je peux aussi avoir envie de faire... j'ai envie d'attraper toutes les exceptions qui se passent dans mon application. Toutes celles que je n'ai pas encore attrapées. Je vais mettre @catch sans aucun paramètre. Et là, toutes les exceptions qui n'ont pas été déjà attrapées, elles vont arriver ici en dernier recours. Et je vais pouvoir faire un traitement particulier. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les applications Express avec des middleware, qui est le dernier middleware qu'on passe dans son application. Bon, je vous passe les détails, tout ça. Le but, c'est pas de comprendre tout le code que je vous montre, c'est de vous montrer toutes les différentes fonctionnalités qui sont mises à disposition par le framework Nest. Je peux aussi dire, mon filtre, j'ai envie qu'il soit global, parce que le filtre coolitude, je sais que j'en ai besoin partout dans mon application, j'ai pas envie de le mettre sur chaque méthode, sur chaque contrôleur, donc paf, je le mets en global sur mon application, et à chaque fois qu'il y aura cette méthode-là qui sera levée dans un contrôleur, je vais pouvoir aller accéder à ce code qui est centralisé. C'est pas obligatoire, hein. C'est-à-dire que je peux toujours, si je veux dupliquer le code dans tous mes contrôleurs, ou factoriser le code dans quelque chose à moi d'une autre façon, ça marchera aussi. Nest propose des facilitants, après on les utilise ou pas. Les pipes, ça vient du monde Angular, c'est encore différent. Le but là, c'est pas de traiter les exceptions. Le but, c'est de faire en sorte, quand j'ai une requête qui arrive depuis le client vers mon serveur, je vais pouvoir attraper les différents paramètres de la requête qui ont été envoyés, la transformer, la valider avec les pipes. Donc ça, encore une fois, c'est un concept qui vient du monde Angular. Donc si vous en faites déjà, du coup, ça va vous aider. Donc là, par exemple, je rajoute la notation usePipes sur une méthode create
qui est la méthode qui est appelée quand je fais un post pour créer un nouveau CFP. Donc le validation pipe, c'est quelque chose qui est déjà implémenté dans Nest, on n'a pas à le coder, on a juste à l'importer. Donc là on voit que sur la méthode create, j'ai rajouté donc, le @body qui permet de récupérer le body qui est envoyé par l'API, et on voit que j'ai précisé que le body il était d'un certain type, create CFP. Et là, il y a un peu de magie qui s'opère. Pardon. En fait, cette classe, elle va avoir un certain nombre de propriétés. Et sur ces propriétés, je vais pouvoir utiliser des annotations. Donc ça, on va le retrouver dans tous les autres écosystèmes. Hein. .NET, Java, il y a des frameworks qui le font. On peut faire de la validation d'objets en précisant que l'ID, ça doit être une string, il ne doit pas être vide, que l'URL doit être non vide, doit avoir une taille minimum de 5. J'ai aussi, si je préfère, utiliser la notation isURL qui permet de valider que c'est le bon format d'URL, etc. Donc je vais pouvoir, sur mes objets, ajouter un certain nombre d'annotations qui fait que ça va être validé automatiquement quand les choses vont se passer. Si j'ai envie de faire des pipes custom, parce que moi dans mon métier, le validation pipe ne me suffit pas, j'ai besoin de faire du traitement particulier, je vais pouvoir créer un pipe custom. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en grosso modo, on peut créer notre propre pipe si on l'a décidé, dans lequel on va pouvoir avoir accès à la méthode transform qui va récupérer en input les choses qui ont été envoyées en entrée de l'API, et je vais pouvoir transformer cet input pour la transformer dans un autre type, transformer un entier en objet, vérifier qu'un entier, comme c'est le cas ici, qu'une string est bien un entier, et sinon lever une exception pour envoyer une erreur 400. Le but, c'est juste de vous montrer qu'on peut faire des pipes custom si on en a besoin. Et donc après, les pipes, on a vu tout à l'heure que je pouvais l'appliquer directement, on l'a vu juste avant. Là, ils étaient appliqués directement sur une méthode avec la notation usePipes. Mais là, on peut voir aussi que le pipe, si je veux, je peux le passer directement sur un paramètre. Donc là, je dis que je récupère le paramètre ID, et puis je veux lui mettre ce pipe de validation d'entier pour vérifier que l'ID qui m'a été passé est bien un entier. Bon, je vous avoue que ça, on aurait pu le faire autrement, mais le but, c'était de montrer qu'on pouvait, avec une granularité très fine, dire ce paramètre-là, j'ai envie de lui passer cette méthode de validation. Je peux aussi activer le pipe de manière globale, parce que je n'ai pas envie de le rajouter sur chacune des méthodes et sur chacun des contrôleurs. Donc je le mets sur mon application, je dis toute mon application utilisera validation pipe, et après il suffit d'ajouter les annotations sur ces objets d'entité, et voilà, il s'occupera, Nest, de faire la validation. Partie test. Donc pour faire du testing, déjà c'est simple, parce qu'on a vu que Nest oblige de passer tout son code, ou toutes les dépendances sont passées dans le constructeur. Donc du coup, toutes les dépendances de code dont on va avoir besoin vont être passées dans le constructeur. Donc, dans les tests, souvent, ce qu'on a envie, quand on fait des tests unitaires, ça va être de tester que le code d'une méthode courante. On ne veut pas tester les méthodes que cette méthode appelle. Si un service A dépend d'un service B, on veut tester uniquement la méthode qui est dans le service A, on ne veut pas tester le code qui est dans le service B. Du coup, on va souvent moquer, par obligation, dans certains cas, les dépendances de ce code. Et donc, Nest, ils ont proposé une manière de faire qui est facultative, encore une fois. On peut créer nos objets manuellement et faire l'injection de dépendance manuellement dans ces tests, mais ils ont aussi proposé une manière de faire, dans certains cas, qui peut être utile. Donc là, par exemple, j'ai utilisé Jest, qui est un outil de testing, peu importe, pour faire des mocks. Vous pouvez toujours utiliser celui que vous voulez. Je fais mon test comme d'habitude, dans la techno de mon choix. Il n'y a pas d'obligation. Et donc là, avant chaque test, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser un module dans lequel je passe un contrôleur et un CFP service. Et donc lui va s'occuper de charger le module, de faire l'injection de dépendance. Et là, je vais pouvoir, avec la méthode override provider, je vais pouvoir surcharger le CFP service pour lui passer le mock que j'avais défini juste avant. Ce qui fait qu'après, quand je vais récupérer le contrôleur dans ce code-là, je vais récupérer le contrôleur, mais le CFP service, il aura été moqué. Ça sera l'instance moquée que je vais récupérer quand je vais exécuter ce code, ce qui va me permettre, quand je fais mon test et que j'appelle une méthode du CFP contrôleur, de pouvoir vérifier, par exemple, que le mock a bien été appelé et vérifier que le comportement est le bon. Enfin, tout ça c'est facultatif. Le but, c'est juste de vous montrer, si vous devez faire des tests d'intégration qui vont venir charger un certain nombre de services entre eux, mais moquer certaines sous-parties, Nest vous permet d'utiliser son injection de dépendance pour pouvoir créer vos tests. Mais vous pouvez aussi très bien créer vous-même tout ça, puisque à la base, c'est uniquement de l'instanciation de constructeurs dans lequel vous passez les dépendances
et ça reviendra exactement au même, mais il y a un facilitant pour pouvoir charger les modules avec Nest. Un autre truc qui est cool, parce que tout ce qu'on a vu avant, on va dire bah oui mais en gros tout ça c'est exactement pareil que ce que je pouvais faire avec du pur code et des annotations, moi j'aime pas ça, ça sert à rien, j'aurais pu coder tout ça, et c'est vrai. On ne dit pas que c'est ce qu'il faut faire, on vous présente juste une méthode, un framework, après vous en faites ce que vous voulez. Un truc cool qu'on a avec toutes ces annotations, c'est que du coup vous allez voir, il y a un truc magique, je vais pouvoir générer ma documentation d'API. Donc pour ça, je vais charger mon application Nest comme d'habitude, et puis je vais venir rajouter quelques lignes de code au chargement de mon application pour lui préciser qu'en gros, vous connaissez peut-être Swagger ou OpenAPI, c'est ce qui permet de générer la documentation des API REST, c'est ce qui est plus utilisé. Donc je vais pouvoir passer un certain nombre de paramètres, oubliez le code, c'est pas le plus important, tout ça pour vous montrer qu'en quelques lignes de code, je vais activer le mode documentation, que je vais rendre accessible sur l'URL API, sur le port 3001, comme vous pouvez le voir tout en bas. Donc ça c'est cool parce que ce qui se passe, c'est que sans rien faire, paf, quand je vais sur cette URL-là, eh ben, j'ai mon API qui est documenté avec la validation. Je vais pouvoir voir les différentes API qui sont exposées, les tester en live. Et je n'ai pas eu à faire le schéma Swagger OpenAPI. Il l'a fait par introspection en lisant l'ensemble des annotations qu'on a dans notre code. Et ça, c'est cool parce que moi, je suis feignant. Et du coup, j'aime bien que les choses soient à un seul endroit. Donc, je code dans le code, je fais mon code, je rajoute des annotations de documentation et c'est au même endroit, versionné de la même façon que ma documentation est générée. Bon. Sauf qu'en fait, quand on code, des fois on ne documente pas tout. Et donc du coup, il y a des annotations spécifiques qu'on peut rajouter sur ces objets. Par exemple, parce que des fois dans la documentation d'API, on peut avoir envie de dire à l'utilisateur un certain nombre de spécificités. Par exemple, le fait qu'une chaîne de caractères doit avoir une taille maximum de 42, qu'elle est obligatoire ou pas, etc. Donc on a des annotations qui permettent de documenter le code qu'on rajoute, et ça va venir enrichir la documentation OpenAPI et Swagger. Ça, c'est cool aussi. Donc voilà, on a vu que Nest, c'était cool pour faire plein de choses. En tout cas, pour faire des applications HTTP, c'est vraiment pas mal. Et ça permet de faciliter, en tout cas dans notre use case, ça nous a pas mal facilité les choses. Donc là, c'est le moment du retour d'expérience. Après, il y aura une partie démo sur GraphQL. Mais sur la partie retour d'expérience, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on avait envie de vérifier qu'on pouvait faire du développement full stack. Et on a 2 développeurs qui ont pu faire du front et du back et qui n'auraient pas pu le faire dans un autre contexte. Donc pour nous, ça c'est positif, même si on en a quand même un qui n'a pas pu en faire parce que ce n'était pas quelqu'un qui avait de l'appétence pour le back et du coup, mais c'est pas grave. En tout cas, ça a quand même été utile sur un certain nombre de développeurs qui ont pu prendre en charge des fonctionnalités de A à Z, du front au back en passant par la base de données, de manière verticale sur l'application. Ensuite, nous, on n'était pas forcément des experts en TypeScript, ni des experts en Nest. On voulait se lancer sur un périmètre restreint, sur une application qui n'était pas critique. Et le retour est quand même très positif parce qu'on a pu sortir assez rapidement une application avec une API HTTP documentée dans les temps. Et du coup, clairement, on a été assez efficace en développement de notre API avec Nest. Donc pour nous, c'était intéressant. En plus, le framework, il est très réactif, il est assez jeune. Ça, c'est un bémol. Mais en même temps, il y a vraiment un temps de réponse assez court. Quand on a un problème, la communauté est déjà très active. Il y a déjà plus de 10 000 personnes qui ont 1000 projets en favoris sur GitHub. Bon, ça ne veut rien dire, mais 10 000, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il est dans le top 1000 des projets GitHub dans le monde. C'est pas rien. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il faut y aller tête baissée. Il y a quand même plein de contraintes et de use cases où il ne faut peut-être pas l'utiliser. Mais en tout cas, la communauté est très réactive. Et quand on a un bug, on a un correctif qui arrive assez rapidement. Ce n'est pas dans la nuit, ce n'est pas dans la journée. Mais en quelques jours, maximum 2 semaines, on a dû attendre quand on avait une question technique. Et au bout du compte, c'était notre faute. Mais tout ça pour dire qu'il y a un Gitter. C'est très réactif sur Twitter. Et c'est aussi réactif sur GitHub et sur Stack Overflow. Ce qu'on peut dire d'autre comme retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, le framework il est principalement créé et maintenu par une seule personne. Et du coup, ça c'est un risque en fait. Donc la personne elle a réussi à créer une communauté maintenant, mais ça reste quand même une seule personne qui a l'ownership, la propriété de la plus grosse majeure partie du code. Et maintenant, il y a des contributeurs partout dans le monde. Mais le but maintenant, c'est de transformer cette traction utilisateur qu'il a pu récupérer, Camille, pour venir avoir maintenant une communauté de contributeurs active. Et donc, ils sont en train d'essayer de récupérer des fonds pour pouvoir créer une entreprise. Il y a des contributeurs qui viennent de partout. Il y a un contributeur core de Nest qui est à Lille, notamment. Mais voilà,
tout n'est pas positif, il y a quelques points d'attention, il ne faut pas forcément l'utiliser partout systématiquement, et surtout tête baissée, mais on sent que cette techno, ce framework est très intéressante et nous a permis de passer un pas. Surtout ce que ça nous a permis, c'est de dire maintenant, en fait, Nest, sa philosophie, c'est de proposer des réponses à 80% des besoins. Et dès qu'on a envie de faire quelque chose, on regarde dans Nest et 80% du temps, la solution, elle est déjà documentée, il y a déjà un tutoriel pour le faire et on n'a pas besoin de réfléchir plus longtemps que ça, on n'a pas à comparer avec 72 000 frameworks. Il y a des personnes qui sont très fortes dans ce domaine, qui se sont dit, quand on veut faire tel type de choses en développement, on va mettre en avant tel module NPM. Et on ne va pas avoir à tergiverser 10 ans. Et donc, ce qui fait que si tout le monde suit les recommandations de Nest, on pourra avoir une certaine architecture logicielle qui est commune à l'ensemble des projets qui font du Nest. Et ça, on trouve ça cool. Et en même temps, ce qui est pas mal encore plus, c'est qu'on va pouvoir choisir de faire des choix contraires à ce que Nest nous propose. Par exemple, Nest met beaucoup en avant le fait d'utiliser des ORM pour accéder à la base de données. Nous, ce n'était pas notre truc. Et donc, du coup, on peut utiliser vraiment ce qu'on veut. Même si eux préconisent par exemple d'utiliser Type ORM ou je ne sais quel autre ORM pour venir accéder aux données, on peut utiliser le driver de base de données que l'on veut très facilement. Donc c'est des recommandations et c'est pas imposé. Il n'y a sûrement pas d'autres choses à dire en Rex, mais c'est tout ce que je retiens pour l'instant. Vous voulez en savoir plus? En fait, dans Nest, il y a plein d'autres choses. Il y a les intercepteurs qu'on voit aussi dans le monde Angular, il y a les guards pour sécuriser ses API, il y a GraphQL, qu'on a pas mal utilisé sur notre contexte, qui permet de faire des API d'une autre façon, on y reviendra après. Il y a Corse, pour mettre en place des API sur des serveurs différents entre le front et le back. Il y a les microservices. Nest est nativement pensé pour pouvoir être découpé en microservices et faire en sorte que des services communiquent entre eux avec différents protocoles. Mais c'est facultatif. On peut faire des WebSockets très facilement. Il y a un CLI pour générer toutes ces choses-là parce qu'on n'a pas envie de se rappeler par cœur de quelle classe on doit importer, quelle annotation, quel décorateur. On va pouvoir, comme avec le CLI Angular, générer une certaine partie de son code. On va pouvoir facilement mettre en place de l'authentification au O2, OpenID, Connect, etc. Ils vont proposer un certain nombre d'ORM. On va pouvoir mettre en place du CQRS aussi parce qu'il y a un tutoriel sur la mise en place du pattern CQRS avec Nest qui est proposé. On va pouvoir mettre en place du caching très facilement sur son API. Si tout ça, ça ne nous convient pas et qu'on veut faire un truc encore plus spécifique à tout ça, ils exposent leur API cœur pour pouvoir se brancher avec n'importe quelle techno à Nest. Donc l'execution context, ça sert à ça. Vous avez une techno particulière, quelque chose de très spécifique qui ne rentre pas dans tout ça. Vous pouvez vous plugger au moteur de Nest très facilement. Ça s'intègre avec Prisma si vous voulez faire des choses bien plus avancées avec GraphQL. Et j'en passe. Ça répond vraiment à à la plupart des besoins des développeurs. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu de GraphQL. Mais là, je voulais faire une petite démo parce qu'on a vu à cette slide aujourd'hui. Et les slides, c'est cool, mais le code aussi. Donc du coup, je change de côté, je regarde combien de temps il nous reste, 28, ça veut dire qu'il nous reste moins de 15 minutes. Du coup, je vais essayer d'être rapide. Donc je ne vais pas vous représenter GraphQL, parce qu'il faudrait une conférence d'1 heure pour expliquer ce que c'est GraphQL. Il faut savoir que c'est une méthode pour faire des API, des web services, qui est différente du modèle REST HTTP classique. C'est agnostique du protocole, donc on peut faire du GraphQL en HTTP, mais aussi avec d'autres protocoles. Et c'est une manière de pouvoir requêter des données sur une API, de modifier des données à travers une API, et également de pouvoir s'abonner à des modifications qui seraient faites en live à une API et d'être notifié quand il y a un certain nombre de choses qui changent côté serveur, comme en WebSocket par exemple. Donc ça permet de faire des choses très similaires à ce qu'on peut déjà faire avec une API HTTP REST. C'est juste une manière de faire qui a été pas mal mis en avant par Facebook il y a quelques temps, depuis 4-5 ans, et qui commence à prendre de l'ampleur parce qu'elle permet notamment aux clients de choisir quelles sont les propriétés et le contenu qu'elle veut récupérer. Contrairement à REST, on va le voir après, et ça permet en plus de pouvoir se brancher à des sources de données hétérogènes et pour une même API, d'aller chercher des données dans différentes bases de données, dans différents web services différents. Et il y a certains use cases dans lesquels GraphQL est très pertinent, dans lequel ce n'est pas du tout le cas. Et pareil pour les requêtes HTTP REST classiques. Dans certains cas, il faut utiliser telle ou telle techno, et c'est bien de savoir qu'on peut faire les deux. Nous, dans notre cas, on avait besoin de GraphQL, et du coup, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Même si vous ne comprenez pas tout, qui connaît GraphQL dans la salle? Levez la main. Bon, il n'y en a pas tant que ça, mais du coup, c'est cool. Les autres, vous allez découvrir ça, et puis ça vous donnera peut-être des idées. Donc du coup, GraphQL, ça se base sur un schéma qui permet de décrire quelles sont les requêtes qu'on veut venir exposer.
comme on l'a vu précédemment avec l'API REST, là on définit les requêtes qu'on veut exposer. Donc là je vais écrire dans un fichier GraphQL, je vais dire que je vais définir mes requêtes. Donc j'ai une requête qui permet de récupérer tous les chats. Donc j'ai changé de métier, je suis dans une autre entreprise, je gère des chats. Et donc là j'ai la query qui me permet de récupérer une liste de chats, et là j'ai une autre query qui permet de récupérer un chat par son identifiant. Et là je précise que cet identifiant de chat, il est obligatoire parce que j'ai rajouté le petit point d'exclamation. Donc voilà, ensuite bien sûr, pour que ça fonctionne, on a besoin de décrire ce que c'est un chat. Donc un chat, il a un identifiant, un nom, un âge, des propriétaires, et puis il a un booléen pour dire s'il est cool ou pas. Parce qu'il y a des chats qui sont cool et d'autres qui sont pas cool. Et puis un chat, un propriétaire, c'est une personne qui a un identifiant, qui a un identifiant de chat aussi, auquel il est rattaché, un nom, et puis un propriétaire de chat aussi peut être cool ou pas. Donc une fois que j'ai dit ça, ça vous fait une belle jambe. Là c'est le schéma. Donc le schéma, on s'occupe uniquement de la partie requête. Maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc quand on fait un schéma GraphQL, il existe OpenAPI et Swagger dans le monde HTTP pour documenter son API. Quand on fait du GraphQL, il existe Playground ou GraphQL, il y a plusieurs moteurs qui permettent à partir de ce schéma de générer la documentation et de tester cette documentation en live. Je vous fais la démo de ce truc-là parce que souvent Swagger et OpenAPI c'est plus connu, alors que ce truc-là c'est un peu moins connu, donc du coup je fais cette démo-là. Donc du coup là ce que je vois, donc le moteur il tourne déjà, hein, j'ai triché hein, bien sûr. Donc on voit qu'il y a sur la partie droite de cet outil j'ai le schéma et donc je retrouve l'ensemble des requêtes que j'ai définies tout à l'heure. Et donc l'utilisateur il peut se connecter à mon API de manière sécurisée, il va pouvoir voir quelles sont les requêtes exposées. Il peut voir que la requête elle expose un tableau de chat, un chat ça correspond à telle forme d'entité, donc du coup il sait, voilà, il y a un tableau de personnes, une personne c'est ça. Donc en fait, côté client, ceux qui consomment notre API peuvent voir ce qu'expose l'API et quelles sont les données qui vont être envoyées. Et le truc qui est cool avec GraphQL, c'est que le client, donc le mode de requêtage est un peu différent des requêtes HTTP, mais c'est pas grave, on va l'apprendre ensemble. Donc on voit que c'est un formalisme un peu nouveau, voilà, c'est pas du JSON, c'est du quelque chose, c'est du GraphQL. Et donc je vais pouvoir dire au moteur, donc là je vais appeler la méthode getCat en lui précisant l'identifiant du chat que je veux récupérer. Et une fois que j'ai récupéré ce chat, les données qui m'intéressent c'est ID, name, cool, owner. Donc en fait quand j'exécute ça, je récupère le chat numéro 1, il s'appelle Azrael, il est cool, et puis son propriétaire c'est Gargamel, et il est pas cool. Mais je peux aussi récupérer le chat numéro 2, bien sûr. Et le chat numéro 2, il s'appelle Figaro, il appartient à Gepetto et à Pinocchio. Bon, vous avez compris le principe, c'est comme ça qu'on requête les données. Et donc du coup, le client, s'il décide, parce qu'en fait, en fonction du contexte d'usage du client, si on est sur mobile, si on est sur tablette, si on est sur le web, on n'a pas forcément besoin de toutes les mêmes données à afficher. Et du coup, le client il va pouvoir dire, bah, moi je peux choisir les champs que je veux afficher. Et simplement en modifiant la requête, paf, ça modifie le code de retour. Et du coup, on transite sur le réseau uniquement les données dont le client a besoin. Et ça, c'est cool, parce que si on veut le faire en HTTP REST, en faisant des API, on peut le faire, mais il faut implémenter tout un protocole maison qui est utilisé par plein de géants du web, où on met des filtres, où on précise les propriétés qu'on veut récupérer, mais tout ça, c'est un peu artisanal. Là, il y a un protocole qui permet de spécifier quelles sont les différentes propriétés que je veux récupérer sur mes entités. Et le client a la main pour choisir les données qu'il veut récupérer. Et on ne fait pas transiter sur le réseau des données dont on n'a pas besoin. Et ça, c'est cool, dans certains cas. Donc après, j'ai aussi mais pareil, là, c'était pour récupérer un chat. Et quand je vais récupérer tous les chats, c'est juste pour vous montrer que c'est pareil et que le client a la main pour choisir quelles sont les données qu'on affiche ou pas. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait des requêtes avec GraphQL. Maintenant, on n'a pas vu le code. Donc voilà, vous avez juste vu le schéma, vous avez vu la doc, vous n'avez pas vu le code, du coup vous êtes un peu paumé, comme moi. Donc du coup, ce qui se passe, on va commencer par le début, c'est-à-dire le chargement du module Nest. Donc on charge le module Nest comme on a vu tout à l'heure dans les slides, je ne vous ai pas menti. On instancie l'application module Nest, dans lequel j'active le validation pipe, qu'on a vu tout à l'heure. Le truc qui valide les objets, je l'ai activé en global pour qu'il fonctionne tout le temps et je l'expose sur le port 3000. Et vous voyez tout en bas, là, il y a mon serveur qui tourne, il me dit qu'il est content, il a démarré assez vite, et on ne va pas le toucher pour l'instant. Et c'est pour ça que ça répond sur cette URL-là, sur mon browser, là, sur 3000. Une fois qu'on a fait ça, ok, l'application module, il ressemble à quoi? L'application module, c'est ça. J'ai chargé un module fonctionnel qui s'appelle le cats module, il gère tous les chats. J'ai centralisé le code qui gère les chats dans un module à part. Comme ça, si demain je veux gérer autre chose, je le mets dans un autre module. Je ne mélange pas les chats et les chiens, les choux et les carottes. Bref, du coup, là, je précise à quel endroit... Donc, je dis que je charge le module qui gère les chats, et là j'active GraphQL avec le GraphQL module qui vient de Nest.
Donc là, je lui dis à quel endroit il trouve le schéma. Bah, il a besoin de le savoir pour justement venir charger tout ce qu'il faut à partir du schéma, générer la doc qu'on a vu tout à l'heure. Je vais lui préciser un truc super cool aussi. Je vais lui dire, à partir du schéma, génère-moi les entités TypeScript à tel endroit. Et donc là, je lui dis qu'à chaque fois que tu démarres, il va créer un fichier graphql.chemois.ts. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, on va aller voir ensemble. Il est juste en dessous. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'à partir du schéma qu'on a vu ensemble, là, le point GraphQL, il a généré les entités, les classes et ou les interfaces au choix. On peut choisir si on veut des classes ou des interfaces. Ce qui fait que j'ai à un seul endroit défini mes entités, mes queries, et ça va générer le code qui correspond. Du coup, je n'ai pas à maintenir à la fois un schéma GraphQL d'un côté et mes objets, mes entités de l'autre. C'est généré automatiquement et c'est forcément synchrone. Il n'y a pas de bug de j'ai rajouté une propriété d'un côté, elle n'est pas présente de l'autre et vice-versa. Et ça, c'est cool parce que moi, je suis feignant et je me gourre tout le temps. Et il fait ça très bien. Donc du coup, dans ce code généré, on retrouve les entités, on retrouve notamment voilà, les queries qu'on a vu tout à l'heure. Il y a getCat, getCat, etc. Et du coup, ça, ce fichier-là, après, dans mon code, je vais pouvoir l'importer, le réutiliser, pour pouvoir justement me faciliter d'implémenter toutes ces queries. Donc là, par exemple, j'ai créé un cat resolver. Je vous passe les détails. C'est un service. Et donc, je lui dis d'implémenter eQuery. Et donc la eQuery, c'est le bout de code qui a été généré, qui est juste là, qui a été généré à partir du schéma GraphQL. Et du coup, lui va m'aider à créer les bonnes méthodes avec le bon nom, avec la bonne configuration qui correspondent aux requêtes que j'ai définies. Et bah, du coup, là, ce que je fais, c'est que sur la query getCat, je vois que j'ai un arg ID, je le récupère et je lui passe la validation, je veux vérifier que ce soit bien un int. Et ensuite, je délègue cet appel à un cat service. Bon, le but, c'est pas de comprendre le code. Le but, c'est de passer en revue tout ce que l'API de Nest permet de faire. Et GraphQL, il faudra que je revienne faire une présentation spécifique dessus. Mais ce que je peux vous montrer par rapport à ce code-là, si je retourne sur le getCat, ici, si je lui passe autre chose si je lui passe une string, mais qui est n'importe quoi, donc là, le schéma dit qu'il est content, mais quand je l'exécute, paf, il me dit quoi? Internal server error, bad request, validation fail, numérique string attendu. Oh bah zut. En fait, ça s'est fait par magie, parce que j'ai rajouté la bonne annotation au bon endroit. Parce que j'ai rajouté ici le parseInt pipe, qui fait ça a validé ces choses-là. Pareil, si ma requête elle est mal formée, par exemple j'oublie de passer un paramètre, là il va me dire, bah attention, il manque l'identifiant ID qui est obligatoire, t'es gentil mon coco, mais là ça va pas marcher. Donc on est accompagné en tant que développeur côté client, côté consommateur, à faire en sorte de rien oublier. Maintenant, comment je mets à jour mes chats? Là j'ai consulté les chats. Donc il y a la notion de mutation. C'est un peu comme les posts en HTTP REST. Ça s'appelle des mutations. On va lui passer, on va définir dans le schéma, on y revient tout de suite. Dans le schéma, on va décrire, voilà, pardon, ici, on va exposer un certain nombre de web services qui vont permettre de modifier la base de données, de modifier les instances existantes. Donc là, je dis que si je veux créer un chat, j'expose la méthode createCat, elle prend un paramètre un createCat input, pardon, et ça va me retourner un chat. Et j'ai une autre méthode qui permet de dire que c'est cool, qu'une entité est cool. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on verra plus tard. Donc à chaque fois, j'ai une petite doc. Donc ça, bien sûr, je le retrouve dans la documentation qu'on a ici. Puisque là, tout à l'heure, on a vu les queries, maintenant on voit les mutations. Donc je vois que la createCat, la méthode qui permet de créer un chat, elle a un argument ici, qui permet de spécifier quels sont les inputs, qui permet de dire comment je crée un chat. Quels sont les paramètres à lui passer. Bon, bref, du coup, c'est comme ça que je crée un chat. On voit dans la partie gauche. Donc, je dis que je vais appeler une mutation. Je dis que j'appelle la mutation createCat. Le truc qui est cool, c'est qu'en fait, j'ai de l'autocomplétion là-dedans. Donc là, on ne le voit pas parce que j'ai mis mon cerveau dedans. Mais on voit que la doc nous aide à construire la query qu'on va ensuite pouvoir mettre dans son code côté client. Donc là, je fais la query en mode web. Mais ce code-là, vous le mettez dans du code mobile, dans du code web, en JS, en n'importe quoi. C'est la même requête que vous utilisez qui va vous permettre de récupérer les données. Donc là, voilà, j'ai fait la méthode createCat. Donc là, je vais créer un chat, il s'appelle Garfield, et il appartient à John et Audie, il a 42 ans, je ne sais pas, et il est cool. Et donc là j'ai exécuté cette requête input, et en dessous, quand j'appelle une requête de type mutation, là, je vais pouvoir préciser quels sont les champs que je veux récupérer. Donc c'est pareil que pour les queries, si je retire des données ici, et que je le réexécute, ça me renvoie uniquement les données que j'ai spécifiées. Encore une fois, on choisit ce qu'on veut créer ou pas. Donc là, j'ai vu que j'avais créé un chat en lui passant name, age, owner. Ok, super.
Mais si je retire par exemple le name, il se passe quoi? Pouf, ça pète. Pourquoi? Il me dit attention, age est obligatoire. Ah oui, zut. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le schéma, quand j'ai défini l'objet createCatInput, j'ai précisé que le name il est obligatoire en ajoutant ce petit point d'exclamation. Par contre, on voit que le age n'y est pas. Tiens, je vais essayer de virer le age. Je vais le supprimer. Paf. Ah, il me dit rien. Tiens, j'exécute. Paf, bad request. Pourquoi l'âge doit être supérieur à 1? Ah oui, zut. En fait, comment ça se fait? Parce qu'en fait, c'est pas dans le schéma, je ne comprends pas. Comment il a deviné que l'âge devait être inférieur à 1? Et là, c'est le pipe validation qui a fait de la magie. Parce qu'en fait, quand on a défini l'objet createCatInput, ici, j'ai créé la classe createCatDTO qui étant createCatInput, dans lequel j'ai précisé que le age, il a minimum une valeur de 1 et que le owner, il doit y avoir au moins 2 propriétaires sur un chat. Et du coup, par magie, juste en ayant fait ça, si je passe qu'un seul propriétaire ou que je passe une propriété âge qui est négative, je vais la laisser comme ça, et bien en fait, pouf, là ça va péter en me disant non, c'est impossible de créer ce chat parce qu'il faut au moins avoir 2 owners dans la propriété chat passé. Donc du coup, pareil, si je passe ici, on a déjà vu -1, ça va péter en me disant non, ça doit être supérieur à 1 la valeur age. Bon, vous l'avez compris, il y a des facilitants pour venir faire des queries et des mutations dans GraphQL. Et je vous conseille d'aller voir GraphQL de plus près, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On a vu les queries dans GraphQL. Maintenant, les souscriptions. Alors très rapidement, parce qu'il reste que quelques minutes, on va pouvoir faire des trucs de dingue avec GraphQL. Je vais pouvoir dire, je vais m'abonner à un événement. Quand il y a un chat qui change, hop, donc là je viens de m'abonner en WebSocket. Si je pourrais vous le prouver en allant dans les DevTools, mais là il y a quelque chose qui écoute tous les changements de chat qui se passent et qui vont arriver ici. Je ne sais pas comment, c'est magique. Et pour coder ça, et ben du coup, on va aller voir le schéma. J'ai créé une souscription qui s'appelle catChange. Donc là, je spécifie qu'il va y avoir un service qui est exposé qui permet de s'abonner à l'événement quand il y a des changements sur les chats. Et le code de ce truc-là, il est assez simple. En fait, je vais rajouter une méthode. Vous l'avez vu tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est mieux quand je le dis. Pour faire des queries, on rajoute la notation @query. Pour faire des mutations, on rajoute @mutation. Et après, il suffit que le nom de la méthode corresponde à ce qu'on a mis dans le schéma. Et par magie, ça match. Et c'est pareil pour les souscriptions. Donc j'ajoute @mutation sur le catChange. Et après, ça va utiliser des choses qui peuvent vous paraître un peu complexes, mais du développement réactif. Pour pouvoir à chaque fois qu'il y a un événement qui va arriver, il va être envoyé sur un bus d'événements et il y a des événements qui vont être écoutés et qui vont être envoyés en WebSocket au client. Et en fait, tout ça vous est abstrait par Nest pour faciliter le dev et qu'il n'y ait plus grand chose à faire. Donc là, j'ai exposé un stream d'événements grâce à ces quelques lignes de code. Et en fait, quand je viens créer un chat, en fait, j'avais une petite méthode que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure. Donc, quand je crée un chat, il y a un certain nombre de codes qui appellent le service de création de chat, etc. Je vous passe les détails. Et après, pour chacun des chats, je viens créer les propriétaires qui vont avec. Mais ce qui est important, c'est que voilà, rapidement, avant que ce soit la fin, je vais pouvoir publier sur un bus d'événements l'événement, le fait qu'il y a des personnes qui ont été changées et un chat qui a été changé. Je balance sur ce flux d'événements un objet avec le chat qui vient juste d'être créé. Et juste en faisant ça, du coup, ce qui fait que quand je crée un chat, donc ici je remets un âge normal, quand je crée un chat, donc le chat est bien créé, on voit qu'à chaque fois il génère des identifiants aléatoires différents. Là j'ai créé plein de chats, et quand je retourne dans la partie souscription qui était en train d'écouter en WebSocket ce qui se passait en événement chat, et ben on voit que tous les chats que je viens de créer, et ben ils sont passés ici. Alors je vous le prouve en changeant le nom du chat. Ici je vais l'appeler Toto, oui ce chat n'existe pas mais on s'en fiche. Je le crée, il arrive dans la base de données. D'ailleurs, je peux vous le prouver ici en récupérant tous les chats. Non. GetCats. Donc là, je récupère tous les chats. Je lui mets un name. Normalement, on devrait avoir un chat Toto quelque part là-dedans. Ou pas. Si, il est tout là, tout à la fin. On voit qu'il vient de me créer mon chat. Et surtout, on voit que dans l'événement, sur le bus d'événement des chats, j'ai bien la création du chat Toto qui est passée. Donc voilà, GraphQL, faire des queries, faire des mutations et exposer des services de type WebSocket avec les souscriptions. Et on vient de terminer tout juste sur le fil parce qu'il est 45. Et du coup, je vous remercie pour votre attention et je vous mets un petit slide qui dit merci. Voilà, merci à tous.